Bonjour à tous. Aujourd'hui, retour sur le grand oral de Jean Castex, nouveau Premier ministre, devant l'Assemblée nationale. C'était ce 15 juillet, son discours politique général. Bon, vous allez voir qu'on est face à une montagne de contradictions, un Himalaya de contradictions. Je vais déchiffrer, détricoter tout ça et égrener des propositions extrêmement concrètes. Vous allez voir qu'on est à 1000 lieues de ce que propose le Premier ministre dans sa philosophie. Et vous allez comprendre pourquoi. Avant cela, deux petites informations. D'abord, abonnez-vous à cette chaîne. Continuez de vous abonner, c'est extrêmement important. Prenez les 2 secondes nécessaires pour cliquer pour vous abonner. Ça vous permettra de mieux suivre les vidéos et puis de donner de la visibilité à tout ce travail. Je vous en remercie par avance. Et deuxième chose, nous sommes là le 16 juillet. Comme je l'ai annoncé à ceux qui ont suivi le direct YouTube l'autre jour, le 14 juillet, la régularité des vidéos va un peu s'adapter pendant cette coupure d'été. Il y en aura régulièrement, mais ce sera en fonction de l'actualité et pas forcément tous les jours à midi, comme vous en avez pris l'habitude depuis quelques mois. Je ferai en fonction de l'actualité. Aujourd'hui, par exemple, discours de politique générale, c'est très important, donc je fais une vidéo. Il y aura peut-être quelques jours pendant lesquels il y aura moins d'actualité, donc il n'y aura plus forcément de rythme quotidien. Enfin, vous m'avez compris, on va tout de suite commencer. Alors, ce 15 juillet, déclaration de politique générale de Jean Castex devant les députés, c'est sa feuille de route, donc on doit absolument l'analyser. Alors, je ne vais pas tout reprendre, il a annoncé parfois des mesurettes, des petites choses, des déclarations d'intention. Je vais reprendre, on va dire, les grands blocs, les grandes annonces. On va rentrer un peu dans le détail, on va regarder si ça résiste à l'analyse, ce qu'il faut en penser et ce qu'il faut proposer. D'abord, il a dit, donc je commence par là, il a dit que sa priorité absolue pour les 18 prochains mois, c'était lutter contre le chômage. Bon, pas très original, ça fait à peu près 25 ou 30 ans que tous les nouveaux premiers ministres disent cela. Bon. Alors, il a donné 2 axes pour cela. Pour les jeunes, l'exonération de cotisation sociale jusqu'à 4 000 € par an pour les jeunes de moins de 25 ans pour une durée d'1 an et dans toutes les entreprises. Et deuxième axe, 1,5 milliard d'euros en plus pour la formation à destination des régions en leur demandant, je cite, d'amplifier leurs interventions propres. Ça mange pas de pain, c'est-à-dire ils refilent un petit peu plus d'argent aux régions pour leur demander de faire un peu ce qu'elles veulent en matière de formation. Alors, je vais raccrocher cette priorité absolue, comme il dit, l'emploi, à une autre annonce, je cite, 40 milliards d'euros pour reconstruire l'industrie. Je les mets ensemble parce que pour moi, réindustrialiser et recréer de l'emploi en France, ça va évidemment complètement ensemble. Alors, là, il fait un constat, je cite, notre industrie s'est affaiblie, nous sommes aujourd'hui trop dépendants de nos partenaires extérieurs, je cite toujours, et insuffisamment présents sur certains secteurs stratégiques. Je suis pas en désaccord avec ça. Le seul problème, c'est qu'est-ce qui met derrière cette réindustrialisation et donc cette lutte prioritaire, soi-disant, contre le chômage. Il met essentiellement, alors 40 milliards d'euros pour reconstruire l'industrie, il dit pas exactement comment, où va cet argent. Bon, et on sait qu'il y a 20 milliards d'euros pour baisser des impôts sur les entreprises. Alors là, j'ai 2 remarques. D'abord, c'est pas tout à fait nouveau. Ça m'a immédiatement fait penser au CICE, vous savez, le crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi de François Hollande lors du dernier quinquennat, c'était 20 milliards d'euros aussi. Et on sait que la moitié de la somme avait tout de suite été captée par les très grandes entreprises qui pourtant, la plupart du temps, n'en avaient absolument pas besoin. Il y a eu des cas très frappants. Total, par exemple, qui faisait 10 milliards d'euros de bénéfices et qui, à côté, arrivait à soutirer 80 ou 100 millions d'euros de CICE. Donc là, si vous voulez, la baisse d'impôts, oui, pourquoi pas, mais il faut les cibler absolument sur les créateurs d'entreprises, les artisans, les commerçants, les TPE, les PME, et je dirais même les indépendants, qui sont ceux, on le sait, qui ont le plus souffert et qui souffrent le plus actuellement du confinement qui a eu lieu et de la crise économique qui s'ensuit. Or, là, on n'a pas d'informations là-dessus. Deuxième problème de cette soi-disant politique industrielle, c'est qu'une politique industrielle, ça ne peut pas être simplement quelques baisses d'impôts qui ne sont même pas ciblés. Non, il faut avoir une stratégie industrielle. Et là, tout de suite, premier gros problème, c'est qu'il va buter sur les contradictions liées à notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Le premier facteur de désindustrialisation de la France, maintenant on le sait depuis 20 ans, c'est la monnaie unique, qui est un facteur incroyable de disparition de l'industrie française et de l'emploi, de délocalisation, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, parce que l'euro n'est pas adapté à la France. L'euro est une monnaie trop chère. Chaque année, au mois de juillet, il y a un rapport du FMI qui le dit, l'euro est surévalué de 7 à 8% pour la France, alors qu'il est sous-évalué de 15% pour l'Allemagne, qui est notre premier concurrent industriel. Donc résultat,
Nous avons vu depuis 20 ans que l'euro existe, notre industrie être captée progressivement par la base industrielle allemande parce qu'eux ont un gros Deutschmark. Donc il faudrait faire une nouvelle monnaie nationale, un nouveau franc adapté à la France et à l'industrie française. C'est pas du tout, évidemment, ça n'a même pas été évoqué, évidemment, par Jean Castex, ce ne sont pas du tout ses projets. Au contraire, vous le savez. Deuxième chose, pour avoir une stratégie industrielle, il faut faire du patriotisme économique. Il faut prioriser ces industries françaises, ces entreprises françaises, et donc faire une dose de protectionnisme face à la concurrence internationale déloyale. Or, ça, c'est interdit par notre appartenance à l'Union européenne. On fait même exactement l'inverse. Je vous rappelle même que c'est contraire à la philosophie macroniste, puisque Macron avait déclaré en 2017 « le protectionnisme, c'est la guerre ». Alors évidemment, c'est pas maintenant qu'il va se mettre à faire du protectionnisme. Bon, l'Union européenne, qui a la souveraineté commerciale, a fait exactement l'inverse. Je vous rappelle qu'en mars dernier, elle a signé un nouvel accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. En avril, avec le Mexique. Et là, tout début juillet, elle a annoncé que l'accord de libre-échange avec le Mercosur, les pays d'Amérique du Sud, dont le Brésil, était bouclé. Donc, on va pas faire du protectionnisme puisque l'Union européenne, à qui on a donné la souveraineté de notre commerce, fait exactement l'inverse. Et de toute façon, c'est écrit dans les traités européens. C'est articles 26 et 28 à 37 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui précise qu'il faut supprimer les droits de douane, toutes les restrictions. Et il faut qu'il y ait un tarif extérieur commun le plus bas possible aux frontières de l'Union européenne. Donc le protectionnisme et donc le patriotisme économique est strictement interdit. Il est d'autant plus interdit que les aides d'État sont également interdites, c'est l'article 107 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, par les traités européens et par notre appartenance à l'Union européenne. Par ailleurs, quid des fleurons nationaux? L'actuel président de la République les a bradés. Lafarge, Technip, Alstom, Alcatel, etc. et tant d'autres, ils ont été bradés. D'ailleurs, parfois pour des raisons parfaitement obscures qui mériteraient d'être investiguées. Donc, j'ai du mal à les croire aujourd'hui quand ils disent qu'ils veulent défendre les secteurs stratégiques français. J'y crois pas beaucoup. Comment vont-ils faire? Donc, où est la politique de stratégie industrielle, de stratégie d'innovation, de création, de protectionnisme, de patriotisme économique, de monnaie nationale adaptée? Tout ça est contradictoire avec l'Union européenne et même la politique fiscale qui devrait être ciblée sur les indépendants, sur les petits, sur les TPE, PME. Bien, figurez-vous qu'on ne va pas être aidé par l'Union européenne, puisque l'Union européenne, hier, 15 juillet, dans une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, a validé le dumping fiscal de l'Irlande vis-à-vis d'Apple, puisqu'elle a autorisé Apple à bénéficier de 13 milliards d'euros de régime fiscal, de paradis fiscal en Irlande. Donc on voit bien que l'Union européenne, elle pousse à la guerre fiscale et non pas évidemment à une harmonie fiscale qui pourrait aider la base industrielle française. Troisième grande priorité annoncée, 20 milliards d'euros pour l'écologie. Alors là, il parle de rénovation thermique des bâtiments. Ça dépend qui va payer, il faudra regarder dans le détail, mais évidemment on ne peut être que pour, à condition que ce soit justement réparti. Deuxièmement, produire une alimentation locale et durable, a-t-il dit. Là encore, contradictoire avec les traités de libre-échange. Quand on va aller chercher du bœuf mexicain, du bœuf canadien, du soja américain, etc. Je vois pas très bien comment on va défendre une alimentation locale et durable française. C'est complètement contradictoire. On sait que nos importations agricoles ont doublé en 20 ans. C'est un scandale dans un pays comme la France, mais c'est lié à ces grands accords de libre-échange. Troisièmement, il dit lutter contre l'artificialisation des sols. Je suis pour également. Il a surtout annoncé qu'il voulait un moratoire sur l'implantation des grandes surfaces commerciales. Là, je suis désolé. Oui, je suis pour, mais ça existe déjà. Il y a un décret du 26 juillet 2019 qui a un an déjà qui le prévoit. Je cite, afin de faciliter l'appropriation de ces moratoires par les préfets, les ministres de l'économie et de la cohésion des territoires viennent de leur adresser une circulaire. Ça, c'était en juillet 2019. L'objectif est d'éviter ce qui pourrait apparaître comme une décision arbitraire. La décision du préfet doit en effet reposer sur une raison impérieuse d'intérêt général en termes d'aménagement du territoire, sans remettre en cause le principe de libre établissement jalousement gardé par Bruxelles. C'est la directive service du 12 décembre 2006. Donc si vous voulez, ça existe déjà. Et en plus, le droit européen, encore une fois, directive service de 2006, va nous interdire d'aller trop loin dans le moratoire. Donc l'artificialisation des sols, on verra, mais à mon avis, c'est très contradictoire aussi avec notre appartenance à l'Union européenne. Par ailleurs, il faudrait s'attaquer au hangar Amazon. Il n'en a pas parlé.
et qui prolifèrent, et qui sont un vrai problème d'artificialisation des sols, et il faudrait s'attaquer à la spéculation immobilière, évidemment. Et là aussi, on n'a rien. Alors, si on voulait faire par ailleurs de l'écologie sérieuse, il faudrait s'attaquer au libre-échange pour promouvoir les circuits courts, la relocalisation. On sait bien que produire au plus près dans la qualité, c'est ça la vraie écologie. Évidemment, c'est complètement contradictoire avec notre appartenance à l'Union européenne. Je vous le disais juste avant. Il faudrait aussi résoudre la contradiction majeure sur le nucléaire civil. On ne peut pas à la fois dire qu'il faut fermer les centrales nucléaires, fermer Fessenheim en juin dernier, et dire qu'on va faire de l'écologie. Non, je suis désolé, il faut investir, au contraire, et investir dans le retraitement des déchets, et non pas prendre le risque d'importer plus d'énergie fossile ou même de remettre des centrales à charbon en France, comme l'Allemagne l'a refait après avoir fermé ses centrales nucléaires. Par ailleurs, il faut avoir le courage d'affronter les lobbies chimiques, lobby du plastique. Rien, pas un mot là-dessus de la part de Jean Castex. Si vous voulez, toute la contradiction, je la résume aussi par une phrase tirée de l'interview présidentielle de Emmanuel Macron le 14 juillet. Je cite cette phrase, écoutez bien. « La France peut redevenir une grande nation industrielle grâce à l'écologie. Arrêtons d'importer des matériaux de l'autre bout du monde et recommençons à produire dans nos régions françaises. » Ça m'a fait sourire parce que, au moment où il dit ça, l'Union européenne est en train de signer des accords de libre-échange qui vont faire qu'on va importer encore plus de l'autre bout du monde, justement, des matériaux et qu'on va produire encore moins dans nos régions françaises, pour parler comme Emmanuel Macron. Donc stop à l'hypocrisie et aux contradictions. Il faut faire le Frexit, mais il faut, si vous voulez, il y a plein d'autres choses à faire, je vous l'ai dit, sur l'industrie, l'emploi et l'écologie, mais il faut arrêter de mentir aux Français. Alors, autre annonce du Premier ministre hier, donc ce 15 juillet, les retraites. Il dit une réforme est nécessaire. La crise nous incite plus que jamais, je le cite, à poursuivre nos objectifs vers un système plus juste et plus équitable. Bon, là, il veut reprendre la réforme des retraites. C'est normal, il y a pression derrière de l'Union européenne qui a remis la réforme des retraites dans ses grandes orientations de politique économique de 2020 pour la France, ses recommandations pour la France, puisque dans ses GOPE de 2020, l'Union européenne précise que les GOPE de 2019, dans lesquels se trouvait la réforme des retraites, valent toujours. C'est écrit en toutes lettres et c'est sorti en mai dernier. Par ailleurs, pression de grosses assurances privées qui ont intérêt à cette réforme, et notamment de BlackRock, un gestionnaire d'actifs qui est déjà actionnaire dans 18 grandes entreprises du CAC 40 français, qui est très lié au cercle du pouvoir et qui pousse à cette privatisation déguisée des retraites. Autre annonce, on change un peu de sujet par le Premier ministre, une réponse ferme et sans complaisance aux minorités ultra-violentes qui viennent systématiquement terminer les manifestations, perturber les manifestations. Très bien, moi je suis pour que les Français puissent se soulever, manifester tranquillement, avec leur énergie à eux et pas être perturbés à la fin par les antifas et les black blocs, comme c'est le cas. Sauf que, monsieur le Premier ministre, je constate que c'est pas vrai pour toutes les manifestations. C'est vrai pour les manifestations qui gênent le pouvoir, comme celle des soignants le 16 juin dernier, par exemple. Oui, à la fin, on a vu au début même déjà des antifas, des black blocs cassés, perturbés. Eux sont jamais arrêtés par la police. Jamais. Il y a des consignes. Et d'ailleurs, certains policiers ont témoigné en ce sens. En revanche, les manifestations qui arrangent le pouvoir parce qu'elles divisent les Français, par exemple les manifestations de sans-papiers, de clandestins le 20 juin dernier, pas de black blocs. Les manifestations du clan Adama Traoré le 2 juin dernier à Paris, pas de black blocs qui a perturbé, pas d'antifa. Donc on voit que ce qui dérange, c'est perturbé, ce qui ne dérange pas le pouvoir, ça n'est pas perturbé. Donc comment vous faire confiance pour dire que vous allez arrêter ces minorités ultra-violentes qui perturbent les manifestations? J'y crois peu, je demande à voir. Par ailleurs, il annonce un projet de loi contre les séparatismes à la rentrée. Je cite, éviter que certains groupes ne se referment et autour d'appartenances ethniques ou religieuses. Bon, il faut lutter contre l'islamisme radical. Ça, on l'a entendu depuis très longtemps aussi. Ce sera crédible quand, en même temps, les gouvernements parleront d'immigration massive qui continue. Or, elle continue et elle s'accélère. L'asile, l'an dernier, a encore augmenté de 8% par rapport à 2019, qui charrie en partie, pas tout, mais en partie, de l'islamisme radical, on le sait bien, et du séparatisme, et du communautarisme, et de la ghettoisation. Comment on lutte contre l'immigration? Il faut avoir le courage d'affronter les grands patrons qui, eux, réclament l'immigration. Or, les grands patrons sont les amis du macronisme et du pouvoir. Il faut avoir le courage de retrouver notre souveraineté parce que tant qu'on est dans le cadre de l'Union européenne, de Schengen et de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, on sait, je vous l'ai déjà démontré, qu'on ne maîtrise pas nos frontières nationales et qu'on ne maîtrise même pas notre droit migratoire. Notamment, on n'a pas le droit d'interdire le regroupement familial ou de mettre en place la double peine. C'est interdit par notre appartenance à l'Union européenne, à la Cour européenne des droits de l'homme et à Schengen. Donc, il faut en sortir. Et ça, évidemment, le Premier ministre n'en parle pas. Par ailleurs, est-ce qu'on a le courage de rompre
nos relations de complaisance et de complicité au plus haut niveau de l'État avec le Qatar, avec certains groupes, avec l'Arabie Saoudite, qui ont largement financé tout cet islamisme? Est-ce qu'on arrête de subventionner des associations comme le CCIF qui poussent au séparatisme? Est-ce qu'on lutte contre le fait, c'était sorti dans les Soros Leaks en 2016, que Soros a versé 50 000 $ justement au CCIF? Pas un mot là-dessus. Or ça, ce sont des facteurs puissants de division, de séparatisme de la communauté nationale. Voilà. Et ça, c'est un sujet non plus qui n'est pas abordé. Et puis c'est contradictoire avec une annonce qui est faite juste après par le Premier ministre, je la cite, il veut un droit à la différenciation des territoires. Alors ça va complètement contre le principe qui est dans notre article 1er de notre Constitution de la République une et indivisible. Mais je vous signale que ce principe était déjà dans la Constitution française de 1791, article 1er du titre 2, le royaume est un et indivisible à l'époque. Puis on l'a repris en la République est une et indivisible. Et ce que disait Charles Péguy, la République une et indivisible est notre royaume de France. Charles Péguy. Ça, c'est la France, c'est l'État unitaire qui date de bien avant d'ailleurs la République. Et là, on veut casser un peu de plus en plus cela. Alors là, on sait qu'il y a une pression aussi de l'Union européenne pour les grosses régions, pour la différenciation contre l'unité nationale. Alors on ne peut pas dire qu'on lutte contre le séparatisme d'un côté et de l'autre côté qu'on est pour un droit à la différenciation. Ça me paraît contradictoire, très contradictoire. Mais ça s'explique par notre appartenance, là encore, à une idéologie mondialiste et européiste. Enfin, je traite cette information, cette annonce. 6 milliards d'euros d'investissement dans le système de santé. Je demande à voir parce qu'il n'y a pas d'annonce de remise en cause des logiques comptables. Si Jean Castex voulait remettre en cause les logiques comptables, alors il annoncerait la suppression des agences régionales de santé, les ARS, qui ont été créées en 2010, qui sont vraiment des logiques comptables. Il annoncerait la suppression du traitement de la tarification à l'activité, le T2A, la T2A, qui existe depuis 2005, mise en place à l'époque par un certain Jean Castex, directeur de l'hospitalisation, et qui est un puissant facteur de transformation de l'hôpital en machine comptable. Il reviendrait sur la fermeture de lits d'hôpital. Or, je vous l'ai démontré dans une précédente vidéo, les fermetures de lits à l'hôpital continuent. Et puis, comment concilier cet investissement dans le système de santé avec ce que souhaite Emmanuel Macron et qu'il a annoncé le 18 mai dernier, c'est-à-dire l'Europe de la santé, dont il a dit que ce serait une priorité. Comment rétablir en même temps la liberté du médecin de ville alors qu'elle a été très attaquée par Olivier Véran, notamment avec l'interdiction de la prescription d'hydroxychloroquine dans cette crise. Comment lutter contre l'industrie pharmaceutique, les lobbies en tout cas, pas forcément l'industrie, mais les lobbies qui poussent au conflit d'intérêts. Comment on fait quand on ne parle même pas du sujet? Ça, c'est un vrai sujet qui n'est pas abordé non plus. Voilà, alors il annonce beaucoup d'argent, 100 milliards d'euros pour un plan de relance, 100 milliards d'euros, mais financé comment? Puisqu'on sait qu'en France, depuis une loi de 1973 reprise au niveau européen par le traité de Maastricht de 1992, la Banque centrale n'a pas le droit de prêter directement ou de financer même directement à taux zéro le trésor, l'État. Donc il va falloir sortir de cet esclavage pour dette, accepter un peu d'inflation pour effacer, éteindre la dette, et puis retrouver cette capacité de financer directement le trésor. On ne peut le faire que si on sort de l'Union européenne et de l'euro et qu'on réinstaure une Banque de France qui ne sera pas indépendante. Si on revient donc sur ce traité de Maastricht et cette loi de 1973. Sinon, gros risque d'esclavage pour dette, on paye pour les banques et pour les marchés financiers. Bref, on sent beaucoup de prêt-à-penser dans ces annonces. Il y a parfois des bons objectifs, on ne va pas être contre, mais il se trouve qu'on tourne toujours sur les mêmes vieilles recettes, ça manque d'audace, et puis surtout, on bute toujours sur les contradictions liées à notre appartenance à l'euro, à l'Union européenne, à la CEDH. Je vais vous donner une petite anecdote. Même les propositions faites par la récente Convention citoyenne pour le climat, vous savez, les 150 citoyens tirés au sort, je vous ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Pourtant, qui ont été pilotées par deux ultra-européistes, Monsieur Pech et Madame Tobiana. Bien, même eux, alors qu'ils se sont interdits beaucoup de sujets, ont réussi à pondre des propositions illégales au regard du droit européen. Par exemple, la modulation de la TVA. Ils ont fait cette proposition. La TVA serait plus faible sur les produits qui ont été produits localement, qui ont été fabriqués localement, et plus élevée sur les produits qui ont été importés de très loin. C'est une forme de droit de douane déguisé. Mais c'est totalement impossible avec le droit européen. D'abord parce que la TVA, elle est régulée par des directives européennes. La dernière date de 2006. Et ensuite parce que le droit européen, article 28 du traité de fonctionnement de l'Union européenne,
interdit toute forme de droit de douane ou de mesure d'effet équivalent, ce qui serait le cas de cette TVA modulée. Par ailleurs, autre proposition de cette convention interdite par le droit européen, réformer les marchés publics pour y introduire un critère de proximité géographique. Je serais pour aussi, mais c'est impossible car c'est interdit par les règles du droit européen. Voilà les contradictions incroyables. Donc il faut le Frexit et il faut définir en même temps un projet national s'appuyant sur les formidables atouts français. Je vous ai fait une vidéo où je vous en parle de 5 incroyables atouts de la France. Il y en a beaucoup d'autres. Et ça, je n'ai pas senti ce souffle, cette audace et cette rupture idéologique et politique majeure, évidemment, hier dans le discours du Premier ministre. Si vous êtes d'accord avec cela, adhérez aux Patriotes. Ayez vous aussi votre carte orange d'adhérents pour vous battre, pour soutenir notre combat, pour rejoindre et co-construire avec nous cette lutte pour la France, pour notre avenir. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve en description juste sous cette vidéo et également en commentaire épinglé dans les commentaires. Je vous attends. Ne restez pas seuls. Venez vous battre avec nous. Nous sommes libres, nous sommes indépendants. Grâce à vous, adhérents et donateurs. Et nous nous battons surtout pour des convictions sincères, cohérentes et pour la France. Merci beaucoup. Vive la France.